Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous accueillir sur Al Maralbia. Merci pour votre fidélité. Vous êtes des nombreux, des millions de téléspectatrices et téléspectateurs à nous suivre, bien évidemment énormément en Algérie, mais pas que, aussi en France et dans le monde entier via le satellite. Soyez les bienvenus. Merci aussi pour les images que vous nous envoyez et que vous envoyez au monde entier, car c'est vous qui faites l'information. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube et la page Facebook d'El Maralbia, et puis la page Facebook aussi de Microscope. On va revenir ce soir sur cette crise sanitaire qui s'accentue en Algérie. Énormément de pertes. Au nom de la rédaction, encore une fois ce soir, au nom de la direction de la chaîne, on a une pensée énorme à toutes les personnes qui sont mortes, disparues, à toutes les familles aussi qui sont très touchées, des familles meurtries à jamais. On en parle ce soir, aux personnes qui sont atteintes, aux personnes aussi qui souffrent énormément dans les hôpitaux. On a une pensée bien évidemment au corps médical en Algérie qui essaye tant bien que mal de faire des miracles avec très très peu de moyens. On va y revenir ce soir sur différents angles avec nos invités que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. On va évoquer cet élan de solidarité. N'est-il pas aussi dû, même si on sait que l'Algérie est maintenant depuis plusieurs décennies est très solidaire, c'est un peuple uni, qui l'a prouvé aussi pendant cette révolution, mais est-ce que aussi cette révolution, ce hirak, c'est pas la résultante aussi de cet élan de solidarité beaucoup plus fort? On va parler aussi de ce régime, on évoquera ce régime, son irresponsabilité. Devra-t-il demain répondre devant les autorités, devant ce Parlement qui a été élu, qui a été nommé, mis en place? Devra-t-il aussi répondre et sera-t-il sanctionné dans un pays où le régime est totalitaire, une dictature maintenant qui est là depuis plusieurs années? Voilà un peu les axes principaux. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau, bienvenue à vous messieurs, Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Bonsoir Brahim Younsi. Bonsoir, merci. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Bonsoir à mes deux amis sur le plateau que vous allez nommer. Que je vais présenter, vous auriez pu le faire aussi. Samir Yahyaoui, architecte, militant politique, analyste politique. Bonsoir Samir Yahyaoui. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à vos invités aussi. C'est moi qui vous remercie. Karim Naïtou Slimane, qu'on ne présente plus aussi, analyste politique, militant politique. Bienvenue Karim Naïtou Slimane. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir aussi à vos honorables invités. Amira Bouraoui, est-ce qu'Amira Bouraoui est avec nous, médecin, militante pour la démocratie? Bonsoir Amira Bouraoui. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous et je rappelle, on ne remerciera jamais assez nos invités en Algérie, au Canada, en Europe qui sont avec nous aussi sur le plateau, car ils nous font l'honneur, ils prennent aussi des risques de prendre la parole. On en parlera aussi ce soir puisque c'est pas facile du tout de prendre la parole quand on habite et quand on est algérien et puis aussi quand on fait partie de la diaspora. On l'a vu encore cette année. Bonsoir à vous messieurs, bienvenue. Amira Bouraoui, je vais commencer avec vous, médecin, militante politique. On peut rappeler que vous avez été condamnée le 4 mai 2020 à 2 ans de prison ferme, notamment pour atteinte à la personne du président de la République. Vous êtes une figure de l'opposition de l'ère Bouteflika déjà en 2014. Avant de commencer, je voudrais bien évidemment rendre hommage et avoir une pensée pour votre oncle que vous avez perdu. On peut lui rendre hommage ce soir. Et puis quelques mots aussi sur cette crise sanitaire en Algérie. Vous êtes en Algérie, même si les images parlent d'elles-mêmes, la situation aujourd'hui sur le terrain. Oui, je présente d'abord toutes mes condoléances à toutes les familles endeuillées et également à ma famille. J'ai perdu mon oncle effectivement ce matin, professeur Bouaoui Hussein. C'est le 47e médecin qui décède du Covid. Donc oui, c'est pas une situation facile aujourd'hui pour le peuple algérien. Il y a énormément de familles qui sont endeuillées. Bon, la sonnette d'alarme, elle a été tirée il y a très longtemps et aujourd'hui, finalement, le ministre actuel ne fait qu'hériter d'une situation qui n'avait que trop duré. On n'a jamais vraiment investi dans ce secteur. Et bien au contraire, il y a souvent eu des déclarations très arrogantes en disant qu'en Algérie, nous avions le meilleur système de santé en Afrique, etc. Et puis trop de mensonges pendant trop longtemps. Et malheureusement, ça continue encore, parce que bon, on nous déclare aujourd'hui qu'en 24 heures, il y a eu 38 décès, alors que
Uniquement dans mon entourage, il y en a eu plusieurs. Donc je ne vois pas à quoi ça sert de mentir aujourd'hui. Il va falloir un beau jour dire la vérité et avoir une manière différente de faire de la communication de la part du ministère de la Santé, parce que continuer à mentir comme ça indéfiniment, d'abord le peuple ne croit plus en eux, et d'un autre côté, ça pousse pas les gens à prendre conscience de la dangerosité de ce virus. Aujourd'hui, en Algérie, encore une fois, on l'a vu pendant ce Hirak, on l'a vu aussi en 2004, notamment à Boumerdès, mais pas que, dans le cadre de ce séisme qui a fait plusieurs victimes. Il y a une solidarité encore plus conséquente. Aujourd'hui, un peuple uni plus que jamais. Et c'est peut-être aussi pour le pouvoir un nouvel échec, puisque d'avoir ce peuple uni qui est solidaire et puis qui ne se préoccupe plus du pouvoir, c'est aussi un échec c'est aussi un nouvel échec pour le régime. Est-ce que vous avez tout à fait, c'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant parce qu'aujourd'hui, c'est justement le peuple qui tente de se soigner lui-même, qui tente lui-même de cotiser pour avoir l'oxygène pour ses malades. C'est vrai que le temps n'est pas vraiment à l'opposition aujourd'hui, mais à l'union de tout ce peuple pour qu'on puisse sortir de cette crise. Mais un beau jour, il est clair que certains devront rendre des comptes, parce que si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, c'est beaucoup à cause d'un pouvoir, et c'est une gestion plus que tout qui est en train de tuer l'Algérien aujourd'hui. Vous savez, pendant des décennies, vous aviez des directeurs d'hôpitaux qui étaient parachutés sur la base de faire partie du FLN ou du RND sans aucune compétence, qui n'ont pas fait de l'école d'administration hospitalière, qui est une spécialité. On ne gère pas un hôpital comme on gère une supérette. Vous savez, moi, j'ai passé des gardes où je me trouvais à un moment sans avoir de gants, sans avoir de sonde urinaire. Quand je descendais voir le directeur et que je lui disais, mais c'est pas possible, vous êtes en train d'investir à refaire le marbre, à acheter des fleurs, ici c'est pas un jardin, c'est un hôpital. On peut pas arriver à 1h du matin et se retrouver sans gants pour examiner son patient, c'est pas normal. La réponse du directeur à l'époque, c'était un Aoulid Moudjahid. Non, mais ça peut pas être, ce n'est pas Hadi Moshi Shahada, Oulid Moujahid. Il faut des gens compétents dans ces postes-là. Parce qu'on ne gère pas un hôpital comme on gère une supérette. Vous disiez effectivement, et on va en parler ce soir avec nos invités sur le plateau, peut-être qu'à un moment donné, ce chef de l'État où ce président, Abdelmadjid Tebboune, devra répondre, lui et son ministre de la Santé, comme d'ailleurs, je le rappelle à chaque fois, c'est dans toute nation, on l'a vu dernièrement, notamment en France, où le ministre de la Santé a été aussi interrogé. Est-ce que dans un pays comme l'Algérie, avec ce Parlement nouvellement élu le 12 juin dernier, est-ce que réellement, est-ce qu'ils pourront être entendus, est-ce qu'ils devront, j'ai envie de dire oui, mais est-ce qu'ils seront entendus dans un pays comme l'Algérie où l'état de droit n'existe pas et c'est encore une fois, c'est toujours présent, cette justice du téléphone? Le peuple algérien n'a pas voté, il a boycotté que ce soit les élections présidentielles ou législatives. D'ailleurs, le Parlement est actuellement en vacances pendant qu'on enterre nos morts. Et le président jusqu'ici n'a pas pris la parole. Il est en train de mettre en avant le ministre de la Santé qui probablement va servir de fusible à un moment et il va être remercié. Alors qu'ailleurs, on a vu aujourd'hui un président de Macron, par exemple, prendre carrément son téléphone et faire et parler à travers son téléphone à la jeunesse, que ce soit sur les réseaux des plus jeunes, hein, sur TikTok, sur Instagram, en train de leur dire il faut vous vacciner pour éviter de contaminer les autres, etc. Et de sensibiliser. Non, nous, jusqu'ici, il n'y a pas de pilote dans l'avion, on navigue à vue. Amira Bouraoui, peut-être pour terminer, avant de vous libérer, merci d'avoir été avec nous. Peut-être une note positive. Ce peuple, il est là, il ne lâchera pas, aussi bien sur une crise sanitaire comme celle-là. Et puis peut-être derrière, ça continue d'une autre manière. Cette révolution, elle est là, elle continue. Et le du départ, ce système de départ, ça va continuer et ça continue encore.
Bien sûr, mais un grand salut et un chapeau bas à tous ceux qui tentent de sauver des vies, que ce soit du côté du personnel médical qui est au front ou alors tous ces Algériens qui cotisent. Un grand salut aux femmes aussi, aux femmes algériennes qui donnent leurs bijoux comme elles l'ont déjà donné en 62 pour mettre un pays sur rail. Elles viennent aujourd'hui à l'aide des Algériens et des Algériennes qui en ont besoin. Et par contre, carton rouge à tous ceux qui profitent de cela avec la spéculation et en train de revendre de l'oxygène et ceux qui augmentent les prix, que ce soit du bois pour faire des cercueils ou que ce soit du kfen qui a doublé de prix, cela carton rouge. Mais pour tout le reste, tout le peuple algérien, courage, on va s'en sortir. Merci Amira Bouaoui, médecin, Merci. militante, politique militante pour les droits de l'homme. Et encore, on a une pensée, forte pensée ce soir pour votre famille, pour vous. Et paix à son âme, à votre oncle donc, qui est décédé aujourd'hui. C'est l'un des médecins en Algérie qui a perdu la vie pour essayer de sauver ses concitoyens, ses frères et sœurs en Algérie. Messieurs, je vous donne la parole dans quelques instants. On va ouvrir ce premier volet avec la solidarité. Je vais demander à Abdellah en régie notamment de nous diffuser cette vidéo. Vous allez voir ici la solidarité des Algériens et des Algériens, mais ce sont les enfants. Précisément, c'est la numéro 12, cher Abdellah. Et on va justement parler de solidarité juste derrière. Alors, ça devrait partir. Voilà, ça va arriver dans quelques instants et ça sera un point important. السلام عليكم. هم جاونا زائرين محسنين رجلين كبيرين عظيمين. اتفضل هيا جوز بابا. هيا اروح. يا حبيبي. هيا جوز جاطي لعمو. حطها لعمو. كم هذه؟ شحال انت تخبي فيها؟ شحال عندك كنت تخبي فيها؟ بزاف. شحال عندك؟ ولي من جبتها هذه اللي نحملوها؟ الناس اللي مرض. اللي مرض وليدي. بارك الله فيك حبيبي بارك الله فيك. سفقوا له سفقوا له سفقوا له. بارك الله فيك هذيك ان شاء الله ربي يحفظك وليدي ربي يسترك الله يحفظك بارك الله فيك. هذه الثانية البراءة هاي. ان شاء الله ربي يحفظكم ولادي ربي يحفظكم. اللهم انبتهم نباتا حسنا. اللهم انبتهم نباتا حسنا بارك الله فيكم. ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. On est toujours ému et puis on a toujours aussi une pointe de sourire, une pointe d'espoir lorsqu'on voit cette jeunesse. Brahim Younsi, bonsoir une nouvelle fois. On va essayer d'abord de mettre à l'honneur cet élan de solidarité. Il est unique au monde et puis j'ai aussi envie de vous faire intervenir sur ce que vous avez posté, vous, sur vos réseaux sociaux. Et vous dites que voilà, cette révolution, février 2019, c'est une révolution nationale. L'aide aux populations ne doit pas être, à mon sens, régionale. Et vous parlez notamment que ces récoltes des aides et leur distribution devront donc être liées à un système de partage, puisqu'effectivement, il y a des régions où il y a plus d'immigrés, plus de diaspora, et puis même entre wilayas. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que l'argent récolté singulièrement en France, parce que nous savons la majorité de la population émigrée, de quelle région elle vient. Et cela n'est pas régionaliste. Parce qu'aujourd'hui, la solidarité, et on l'a vu à l'instant sur ce que vous avez montré, que la solidarité est horizontale. Et cette solidarité horizontale a toujours existé dans les traditions, dans nos traditions. Depuis plusieurs décennies déjà en Algérie. Depuis plusieurs siècles, que la solidarité a toujours, ou presque toujours, été horizontale, et elle l'a été singulièrement pendant la période coloniale. C'est extrêmement important de retrouver cette solidarité horizontale, parce que la solidarité verticale ou dite nationale ne fonctionne pas. Donc l'argent récolté doit être j'allais dire distribué, dispatché, selon un système de péréquation qui peut permettre aux uns et aux autres de pouvoir accéder aux moyens dont il manque. Et notamment, nous avons vécu cette crise provoquée, crise de spéculation de l'oxygène. Parce que l'oxygène n'est pas importé,
il est un peu importé, mais il est aussi produit nationalement. C'est-à-dire que ceux qui détiennent la production et la gestion de l'oxygène, et pas seulement, et qui ont fait que la rétention de l'oxygène a fait que les prix flambent et que beaucoup de nos concitoyens, de nos cousins, de nos frères, etc., ont trouvé la mort ou ont passé des moments extrêmement, extrêmement difficiles. Ce que je veux dire, ce que nous vivons depuis quelques semaines, et un peu plus, a changé notre rapport à la révolution. Et a totalement, quasiment changé notre rapport à la révolution. Nous sommes passés d'une temporalité à une autre temporalité. Nous sommes aujourd'hui, me semble-t-il, dans une temporalité existentielle. C'est le temps de l'existence qui nous préoccupe. Et cela par le Covid, et pas seulement par le Covid, y compris par la détention, par les détenus. La question des détenus politiques a beaucoup plus préoccupe notamment les gens de l'extérieur, y compris les gens de l'intérieur, que comment accélérer, donner de la vitesse à la révolution pour faire tomber ce système. Donc il y a une temporalité existentielle qui freine un peu la temporalité historique qui ferait que la révolution aboutisse. Il ne faut pas oublier la temporalité historique. Nous vivons le temps existentiel qui est important. Il faut agir sur l'existence, mais il faut agir aussi à l'échelle de l'histoire. Samir Yahyaoui, première réaction aussi, cet élan de générosité, il est unique au monde puisque c'est peut-être l'Algérie fait partie des seuls pays aujourd'hui qui est face à cette pandémie, pour s'arrêter à cette pandémie, car on voit aujourd'hui que le système, et on va en parler juste derrière, et vous êtes aussi exprimé sur vos réseaux sociaux, donc cet élan de générosité, de solidarité, il est remarquable en Algérie. Oui, il est remarquable. Pardon, bonsoir encore une fois. Oui, il est remarquable, mais il est... ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais il est regrettable. Oui, c'est ce que je vous laisse. Il n'est pas normal en tout cas. Si il est regrettable. Oui, il est regrettable. Il est regrettable, pourquoi? Parce que il est dû à l'absence de l'État. On dit gouverner, c'est prévoir. Le régime algérien ne prévoit pas. C'est-à-dire que le régime algérien ne gouverne pas. À partir de là, quand on est face à un territoire, à une surface territoriale où il y a des habitants, sans gouvernement, sans État, et je précise que l'État n'existe pas en Algérie. Je rejoins ce qu'a dit Harbi dans une de ses interventions récemment. Il n'y a pas d'État. Il y a un pouvoir, mais il n'y a pas d'État. Parce que s'il y avait un État aurait dû prévoir. Et là, il n'a rien prévu. Du coup, la population s'est retrouvée face à ce qu'on appelle le système D, c'est-à-dire le système de la débrouille et le système de la solidarité à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Il faut rappeler que la communauté, la diaspora algérienne en France, il faut rendre hommage à ce pneumologue algérien de Toulon, Marwan Mesrer. Pardon? Mesrer, non? Exactement. Qui a lancé... C'est un jeune étudiant d'ailleurs, qui a lancé une cagnotte. Il est pneumologue, il est interne. Ah ça y est, il a fini. Il est interne. Il est interne. Je l'ai eu moi personnellement au téléphone, on n'a pas eu le temps de discuter. Il a lancé un élan où aujourd'hui on est à 627 000, je dis bien 627 000 euros de cagnotte. Dont même, d'ailleurs ça l'a dépassé, il faut que nos compatriotes sachent que même des élus ici en France se sont mobilisés pour cette cagnotte. C'est-à-dire cette diaspora que le régime a stigmatisée, accusée de tous les maux, elle est au rendez-vous quand il s'agit de ce qui se passe en Algérie face à cette crise-là. C'est pour ça que je dis que c'est regrettable. Il y a aussi une autre aide, il faudrait que nos compatriotes le sachent,
l'Algérie a reçu 75 millions de dollars, 75 millions d'euros, pardon, par l'Union européenne pour affronter la crise sanitaire. Elle a reçu un don de 1,8 million des États-Unis. Elle a reçu des dons de vaccins, de COVAX et des Chinois à titre gracieux. C'est pour ça, ce sera peut-être la deuxième partie de mon intervention, je disais que le régime doit rendre des comptes. Ça veut dire qu'il y a des élans de solidarité et derrière, on est face à une absence totale de gestion. Karim Naïtou Slimane, c'est vrai que depuis 2 ans, maintenant plus de 2 ans, les nations se sont préparées. Il faut savoir qu'en Occident, dans plusieurs pays, il n'y avait pas de gel. Aujourd'hui, partout, il n'y avait pas de masque, des lits de réanimation, des malades qui étaient transportés dans les avions et même dans les TGV dans certains pays. Mais à l'inverse, certains pays se sont préparés. En l'occurrence, l'Algérie, non. Peut-être que le pouvoir, et vous allez en parler juste derrière, a fait peut-être le choix soit de se préparer, soit de tenter d'éradiquer le Hirak par des arrestations, etc. Donc, effectivement, réaction, vous pouvez réagir aussi là-dessus. Et puis, dans un premier point, vous en faites partie d'ailleurs, cette diaspora, et puis cette générosité, cette solidarité en Algérie. Oui, je pense que maintenant et même historiquement, le peuple algérien n'a plus rien à prouver en termes de solidarité. C'est l'une de nos valeurs citoyennes vraiment qui est ancrée dans l'inconscient collectif algérien. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, il y a eu toujours un élan de solidarité citoyen qui vient, et cette fois-ci, encore plus, l'élan il est plus visible, plus important, parce que la crise est aussi plus grave. Donc il est tout à fait normal que cette mobilisation se fasse de cette manière. Et d'ailleurs, depuis le 22 février, on a vu comment le peuple a brillé et s'est fait connaître. Il a redoré le blason de l'Algérie à l'international. Et donc du côté du peuple, pour moi, il n'y a aucune surprise. Ce qu'il y a par contre, c'est du côté de ce régime, et je pense que la plupart des militants l'ont dit, ce régime s'est préparé à une crise, mais il s'est préparé à la crise politique en essayant, en travaillant d'arrache-pied pour justement mettre fin au Hirak. Donc il avait une feuille de route, mais n'était pas celle du peuple, c'était celle du régime. Et c'est pour ça que, pour moi, le moment actuel, je suis vraiment d'accord avec ce que disait Brahim, c'est-à-dire la crise existentielle. Nous en avons parlé ici à plusieurs reprises, et je me souviens même d'un moment où personnellement, avec les invités, nous avions parlé de ça. On avait dit que, malheureusement, l'histoire est impitoyable. L'histoire est impitoyable, c'est-à-dire ce qu'ont vu quelques Algériens, l'élite, la véritable élite, en 60, avant même l'indépendance de l'Algérie, ce qu'ont vu ces gens-là éclairés dans les années 60, qui a été par la suite porté par des personnalités politiques des années 70-80, qui a été par la suite porté, donc la conscience descend en cascade, ça commence du plus abstrait et ça se termine par le plus concret. Donc cette conscience qui descend en cascade, elle arrive dans les années 90 et dans les années 2000 vers les militants. Nous avons prévenu au moment du Hirak, on disait que l'État est en danger. L'État algérien est en danger. L'Algérie, elle est en danger. Et si on ne réagit pas vite, bientôt, on va le voir, on va vivre cette mort, cette déliquescence. On avait même utilisé ce terme, la déliquescence de l'État. Cette déliquescence, nous allons la vivre. Et actuellement, nous y sommes actuellement. Nous sommes face à une déliquescence de l'État, une absence totale de l'État. C'est-à-dire on a un gouvernement ou un État sécuritaire qui existe, qui continue d'exister uniquement par ses tribunaux et par ses forces de l'ordre de toute catégorie. Et en face, on a un peuple qui est livré à lui-même. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est il faut vraiment rester vigilant. Solidarité, oui, bien sûr, elle est vitale, elle est existentielle, c'est pour sauver ce qu'on peut sauver, des vies. Mais par la suite, il faut aussi avoir le réflexe politique, parce que c'est le réflexe politique qui est le plus important. Valeur citoyenne de solidarité, oui, mais par la suite, la valeur politique qu'il doit avoir derrière. C'est-à-dire, il faut qu'après, une fois qu'on serait, j'espère, et je suis convaincu que grâce à l'élan collectif, nous survivrons ensemble, mais par la suite, il faut tout de suite passer au volet politique, et là, à une solidarité politique face à ce régime qui a livré les Algériens
à la mort. Et ça, il faut vraiment le garder dans nos esprits. Avant de vous redonner la parole, je vais proposer à Régie qu'on nous diffuse la vidéo numéro 15. On va se remettre dans le bain. Vous allez voir que nous sommes en mars 2020. Nous avons un ministre de la Santé et un chef d'État où les chiffres d'ailleurs sont totalement pas cohérents, ils ne sont pas du tout d'accord. Et on a aussi un chef de l'État devant les caméras du monde entier qui nous dit que l'Algérie a le meilleur système de santé. Aucun pays dans le monde, aucun pays, je dis bien, ne peut vous assurer qu'il sera en mesure de faire face à un nombre indéterminé. Nous n'avions que 200 lits de réanimation, nous en avons plus de 400. أكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش ويمكن رفع العدد عند الاقتضاء إلى 6000 سرير وتوفير 5000 أجهزة تنفس اصطناعية. أكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش ويمكن رفع العدد عند الاقتضاء إلى 6000 سرير. Nous n'avions que 200 lits de réanimation, nous en avons plus de 400. أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. Malheureusement, on ne se lasse pas de ces images. Quand vous revoyez, Brahim Younsi, ces images, alors c'est vrai qu'on en rit, mais à la fois c'est dramatique. Non, mais quand je dis on en rit, c'est que c'est risible d'entendre ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que demandent les Algériens et les Algériennes, c'est arrêter de mentir, arrêter ce mensonge vu. Ce que nous avons de pire, c'est nos dirigeants. C'est ce type de dirigeants. Nous savons ce que nous avons de meilleur et le peuple l'a démontré, il l'a montré depuis au moins, il l'a montré auparavant déjà, le 22 février 2019. Mais ce que nous avons de pire, ce sont ce type de dirigeants. Excusez-moi, vous n'êtes pas médecin, je crois. Mais, non. Mais pourquoi a-t-on des dirigeants qui mentent en 2021 alors que le monde est ouvert, les frontières virtuelles sont ouvertes, les images parlent d'elles-mêmes? Pourquoi encore, on va en voir quelques images tout à l'heure, mais encore dernièrement, on a le ministre de la Santé qui nous dit qu'on peut faire face au virus, etc. Pourquoi a-t-on des dirigeants qui passent leur temps à mentir, ou le ministre des Commerces qui, 2 jours avant le Ramadan, les prix seront garantis, nous aurons toutes les denrées? Pourquoi a-t-on dit c'est de l'incompétence, c'est un problème de santé, c'est... D'abord, c'est un problème de compétence, en effet, et ensuite un problème de système, et un problème de mentalité. Quand c'est ancré dans la mentalité de nos dirigeants, le mensonge, j'allais dire qu'il est sui generis aux personnes. Ils incarnent le mensonge. Mais là, on dépasse toutes les limites, puisque les images parlent d'elles-mêmes. Le pays, en termes parce de qu'ils crise ont sanitaire, toujours est face au chaos. Ils ont toujours vécu en vase clos, ils continuent de vivre en vase clos. Ils croient ce qu'ils disent, mais ils ignorent que la population, que le peuple ne les croit pas parce qu'ils regardent ailleurs. Il a des informations qui lui viennent d'ailleurs. Donc il ne peut pas croire ce type de mensonge, il connaît la réalité parce que le peuple algérien, comme d'autres peuples, vit la réalité sur le plan sanitaire, sur le plan de la production, du manque de denrées alimentaires, etc., des crises, de toutes les crises alimentaires qu'il a vécues, etc. Il connaît la réalité, il ne peut pas se faire berner par ce type de discours. En revanche, ce qui m'inquiète, quant à moi, depuis quelques mois déjà, c'est qu'il ne faut absolument pas que nous tombions dans l'émotion. Gérer les choses par l'émotion. Gérer les choses par les passions, la passion. Je crois qu'il faut que le peuple algérien, que cette révolution revienne à la raison. Parce que cette révolution du 22 février était traversée par la raison. Même si les sentiments sont importants, mais il y a la raison qui doit continuer. Il faut regarder ce qui se produit chez nous par notre raison. Il ne faut pas nous laisser engager par le pouvoir illégitime de nous engager dans les sentiments et les passions, parce qu'il aura gagné. Il faut absolument que nous agissions par la
raison et la stricte raison. Mais il faut avoir conscience, parce que la conscience est aussi importante, peut-être que plus importante que la raison. C'est la conscience qui doit être... Et je crois que je vous donne la parole, Samir Yahyaoui, mais je crois aussi que cette crise sanitaire, malheureusement, elle sert aussi de prise de conscience, d'éveiller, de réveiller encore les consciences, puisque là, vraiment, on notamment sur ces milliards dilapidés, ce déni, ce mensonge, c'est là aussi peut-être que certains Algériens, je vous donne la parole dans une seconde, certaines Algériennes, et notamment la jeunesse, se disent effectivement, on est face à une crise sanitaire, le monde entier fait face. Pourquoi on en est arrivé là? Cette crise sanitaire permet aussi de faire ressortir notamment ces milliards dilapidés. D'ailleurs, vous en parlez aussi, Samir Yahyaoui. Je vous laisse finir et je vous donne la parole, Samir. Ce pouvoir a le pouvoir de mettre à mort. Et il a mis déjà à mort. Peut-être pour plus longtemps, je vous poserai la question en fin d'émission. Il a le pouvoir de mettre à mort. Mais dans cette pandémie, par son inaction, en laissant les malades mourir par manque de tout, pas seulement d'oxygène, en laissant aussi les soignants dans des situations, des soignants qui sont à main nue, si j'ose dire, qui n'ont aucun moyen pour affronter cette pandémie mortelle. Et là, en l'occurrence, c'est heideggerien, c'est être pour la mort. Il est pour la mort, il n'est pas pour la vie. Et puis là, la question qui se pose, et je vais laisser la parole à Samir, la question qui se pose, peut-être nous la poserons tout à l'heure, c'est dans quel objectif? Quel est l'objectif? Samir Yahyaoui, une réaction, je ne vais pas refaire les lancements, la responsabilité du régime, et puis aussi sur ce qu'on vient de dire, et puis vous pouvez aussi réagir sur les images que vous avez vues, mais bon, elles parlent d'elles-mêmes. Je vais citer le ministre de la Santé avec sa déclaration d'aujourd'hui et je ne vais pas la commenter parce qu'il n'y a plus rien à commenter. Les décès enregistrés actuellement sont causés par l'agressivité du virus et non par le manque d'oxygène. L'oxygène a le dollar, je trouve. Hein. Non mais, je veux dire, je pense que chacun de nous, chacun des invités, chacun des personnes dans notre entourage, nos amis, les militants. Des Algériens et des Algériennes aussi l'ont compris. Toutes les personnes que nous avons eues en ligne, et pas qu'une, pas deux. Ça fait des jours que nous sommes collés à nos téléphones, que nous appelons nos amis là-bas, sur tout le territoire national. Les gens parlent d'un manque d'oxygène. On a un ministre qui vient vous dire non, circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire, si les Algériennes et les Algériens espèrent encore quelque chose de ce régime, la réponse, elle est là. Face à la mort, la négation. Face à la mort, le déni. Face à la mort, les responsabilités. Une fois que j'ai dit ça, moi j'ai pris des notes parce qu'il est important de dire, il faut arrêter parce que là, c'est pour ça que je dis, et je rejoins, il faut mettre de la distance. Oui, c'est un nouveau virus qui a frappé le monde entier, mais le monde entier s'est adapté. Je vais donner un exemple simple de comparaison et je ne vais pas aller chercher un pays qu'on vient me dire, nous ne comparons pas l'Algérie à un pays occidental, je vais comparer nos voisins de l'Ouest, sur lesquels nous n'arrêtons pas de dire qu'ils sont comme ci, qu'ils sont comme ça. Aujourd'hui, le 1er août, aujourd'hui, les statistiques au Maroc, nous sommes à près de 40% de la population vaccinée. 40%. Je dis aux Algériennes et aux Algériens, les voisins de l'Ouest sont à près de 40% de vaccinés. Et en Algérie, nous sommes à, selon les chiffres du régime, à 4%. On parle de quoi? De 5 millions? 2 millions. Combien? 2 millions. Bah, vous voyez, alors, 2 millions, 4%. C'est-à-dire les voisins de l'Ouest qui sont en Afrique, comme nous, c'est-à-dire dans le tiers-monde, comme nous, qui n'ont pas plus de moyens que nous et de richesses naturelles que nous, sont à 40% et nous sommes... Mais peut-être une autre gestion. Et nous sommes à 4%. Une fois que j'ai dit ça, cette crise, elle est gérée comme tout le reste. Opacité, chiffres invérifiables et contradiction entre un dirigeant et l'autre. Deuxième point, j'ai observé, et je n'ai aucun
affection, ni je ne suis pas du même bord politique de la personne que je vais citer, le président de la Turquie, Erdogan. Hier, il y a eu des feux en Turquie, il a survolé ces feux, il est parti voir sa population, il a rassuré, il a mis les moyens pour faire face à une crise. Nous avons un chef d'État, ça fait presque maintenant 2 ans, dans 4-5 mois, ça sera 2 ans qu'il est élu, pas un déplacement, pas un Mais est-ce qu'il peut, déplacement. alors élu, est-ce qu'il a été élu, enfin on ne va pas relancer le débat, mais est-ce qu'ils peuvent, c'est un pouvoir qui se retrouve d'ailleurs, le titre de l'émission. Je reviendrai à ma formule. Leur illégitimité n'exclut pas leur responsabilité. Ils sont illégitimes, mais ils sont responsables. Alors je dis que face à la mort, nous avons un chef d'État, je dis bien chef d'État, je n'ai pas dit un président de la République, même si, et là où, quand on a parlé tout à l'heure de l'État, j'ai dit qu'il n'y a pas d'État, il n'y a jamais eu d'État en Algérie, il y a un pouvoir, qui n'a fait ni une intervention, ni une prise de parole, ni une visite sur le terrain, ni il nous a montré un plan d'urgence. Enfin, il n'y a rien, c'est une absence totale. Je rajoute autre chose. Nous avons parlé d'un axe stratégique algéro-russe ou algéro-chinois. Comment cet axe stratégique ne permet pas à l'Algérie de se procurer des vaccins alors que nos voisins sont à 40% de vaccinés? Je termine avec ce point qui est encore plus important que tout le reste. Le mois dernier, un chèque a été laissé sur la table de notre fameux axe stratégique russe, de 7 milliards pour acheter des armes. 7 milliards pour aller acheter des avions furtifs, alors que leurs téléphones ne sont pas furtifs et tout le monde sait de quoi je parle. 7 milliards dépensés et on est les vaccins à 4%. 7 milliards. 13 milliards est le budget du ministère de la Défense. Comment un ministère peut se doter de 13 milliards de dollars de budget, parlons de dollars, 13 milliards de dollars, alors que les Russes, deuxième puissance militaire du monde, je termine, 65 milliards, leur budget militaire, et nous avons le 1/5 du budget militaire des Russes. Et alors qu'il n'y a pas de vaccin en Algérie. Ces chiffres doivent être dits. Ils sont où? Elles sont où les commissions parlementaires qui doivent enquêter sur ça? Karim, une réaction, mais j'ai peut-être envie de vous donner une réponse assez simple. C'est tout il faut simplement le dire. La gestion. Ah non, mais c'est bien de le dire, et puis il faut revenir, et puis c'est le moment aussi de repréciser qu'il y a eu ces milliards de dilapidés, et puis c'est ce qui fait aussi que l'Algérie en soit là. 7 milliards le mois dernier. Ah oui, 7 milliards. Je ne remonte pas sur il y a 6 mois, je ne remonte pas sur 5 ans. On a vraiment le temps. Le mois dernier. N'ayez crainte, il nous reste encore du temps, donc c'est bien aussi d'être un peu concis pour dynamiser un peu le plateau. Voilà, juste une information, il faut savoir aussi, et vous pouvez réagir là-dessus, Karim, que notamment les consulats, on le dit, c'est important, comme le consulat de Genève, mais pas que, parlent d'une situation très préoccupante et qui organise aussi un appel à la générosité. Est-ce que là, c'est le bon, est-ce qu'il faut le faire maintenant? Pourquoi pas avant? Est-ce que ce n'est pas aussi de la récupération? C'est des questions qui se posent, et pour ne pas faire de jeu de mots, c'est peut-être l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai envie de vous répondre, c'est la gestion, tout ce que vous venez d'évoquer, c'est la mauvaise gestion. La mauvaise gestion, en tout cas la dilapidation. C'est l'absence de la gestion. On a aujourd'hui un pouvoir illégitime qui est incapable d'aller à la rencontre de ses concitoyens et compatriotes. Oui, moi je pense pas que ce soit un problème de gestion. Ce n'est pas un problème de gestion, ce n'est pas un problème de compétence ni d'incompétence. C'est un problème d'essence. L'essence de ce régime, lorsqu'il a été conçu, pensé, mis en place. Après, on peut l'appeler État, on peut l'appeler pouvoir. Sur la terminologie, on peut tous être d'accord. Il y en a qui disent c'est un État sans la nation. Il y en a qui disent c'est un État. Oui, moi je suis d'accord avec. Oui, je suis d'accord. En fait, ils sont prévoyants pour eux-mêmes. En fait, ce régime, voilà. Ce régime-là, moi je dis c'est un régime, mais bon, je suis d'accord avec toutes les nominations. L'essentiel qu'on le désigne. C'est-à-dire qu'à un certain moment, qu'on ne me dise pas que c'est Tebboune le responsable ou que c'est tel ministre le responsable. Oui, ils font partie. Juste un instant. Vous êtes très nombreux à le dire. C'est vrai que c'est un héritage. C'est ce que disait Amira. C'est pas un héritage. Je ne vais pas dans ça. Je vais pas dans ça. Parce que ça aussi, c'est terminer mon propos. Sinon, ce que je veux dire pas, c'est vrai qu'on peut. Amira Bouraoui le disait, ou Khaled Drareni hier, c'est que le ministre de la Santé ou le chef de l'État actuel n'est pas responsable de tout ça. Mais ce qu'on leur demande énormément, et les Algériens, c'est arrêter le déni et le mensonge. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont ordre de le faire.
militaires, ils peuvent pas, ils n'ont pas l'autorité, ils tiennent pas le pouvoir. C'est des gens qui ont été imposés aux Algériens. Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de la commission parlementaire. Est-ce qu'il y aura une commission parlementaire? J'ai envie de rire. Un parlement, selon les chiffres officiels, a été entre 1000 parenthèses et guillemets, a été élu à 5%. Vous pensez qu'il a la légitimité, qu'il a le pouvoir? C'est important de le dire, c'est pour ça que je vous... Pour convoquer le ministre, bah, il n'y aura rien. Mais c'est pour ça que je vous lance il faut nommer là-dessus. le problème. Non, justement, il faut nommer le problème, mais justement, il faut le nommer de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on a en Algérie maintenant, on a une poignée de généraux qui tiennent la scène politique. On a la police politique qui est derrière, tout le monde. Les ministres, par exemple, pourquoi ils mentent au peuple? Parce qu'ils ne rendent pas de compte au peuple. Ils disent ce qu'on leur dit de dire, allez-y, amusez la galerie, vous ne rendrez pas compte, il n'y a pas de responsabilité. Il y a un jeune homme, tout à l'heure j'ai fait un petit post sur lui, mais j'étais meurtri de le voir. Le jeune homme qui a filmé l'hôpital de Skikda, qui a filmé la catastrophe à Skikda. Alors, qu'est-ce qu'il est advenu de lui? Il est en prison. Ils l'ont mis en comparution immédiate et ils l'ont condamné à de la prison ferme pour avoir filmé des gens en train de mourir. Mais je suis désolé, ce n'est pas un créateur de contenu web. Ce n'est pas lui qui a mis ça en place. Il a juste pris son téléphone et il a filmé une réalité qui existait devant lui. Il n'y avait pas d'effets spéciaux, il n'y avait rien. Donc, en Algérie, ce qu'il y a, on a une façade politique. Cette façade politique, elle se compose de plusieurs ministres, elle se compose parfois même d'un président. Vous savez, c'est une galerie. Après, il y a des responsables pour gérer des petites choses. Mais en réalité, on ne peut pas appliquer le schéma, les schèmes politiques qu'on retrouve dans l'Occident, par exemple, pour l'Algérie. On ne peut pas parler, par exemple, de commission parlementaire. C'est impossible. Ce qu'il y a en Algérie, ce qu'il faut une révolution populaire pacifique. Voilà. Il faut que le peuple, maintenant, comprenne que maintenant, on va tous être solidaires les uns les autres. On va faire de notre mieux pour sauver le maximum de personnes. Parce que moi, je vous dis, les chiffres qu'ils donnent ne sont pas vrais. Et je crois aussi que ça va monter en crescendo. Et ça va être catastrophique. Pour l'Algérie, il est impossible mais par la suite, juste un instant, la solution ne passera ni par une commission, ni par quoi que ce soit. La solution passera par un peuple qui sort complètement, tout le monde, maintenant tout le monde est concerné. Soit ils sortent tous dans la rue, pacifiquement, moi je suis pour la lutte pacifique, pacifiquement, sur un projet politique qui est clair, c'est avoir un État, voilà, avoir un État. Soit tout le monde sort, soit tout le monde meurt. Et d'ailleurs, ce régime, moi je le dis toujours, et là j'ai l'occasion de le développer un peu plus si vous permettez, ce régime a tué les Algériens depuis longtemps. Une personne, en Algérie, on a, je ne sais pas les chiffres actuellement, mais ceux qui touchent le SMIC, je ne sais pas c'est combien, 2 millions, 3 millions de personnes, ils touchent 100 € par mois. Pour moi, c'est des morts, c'est des gens qu'on a tués socialement, et ils sont morts. Ceux qui touchent pareil, 2-3 millions, c'est pareil. Donc ce régime-là, il ne faut rien espérer de lui. Soit on continue, il y a une révolution qui a commencé le 22 février, soit on continue la feuille de route de la révolution, et on va dans un mouvement révolutionnaire pour déraciner ce régime à la racine. Sinon, on restera comme ça, à subir, et je le dis, le peuple le subit. Subit, continuera de subir. Et c'est là où je suis d'accord avec mes camarades, je suis d'accord avec vous. Il faut dépassionner la chose. Il n'y a plus de place au sentiment, il n'y a plus de place à l'angélisme, il n'y a plus de place à tout ça. Soit en Europe, ils ont construit des États parce que le peuple a lutté. Et on connaît tous l'histoire de l'Europe. Le peuple a lutté, a payé le prix, mais à un certain moment, il a pris la bonne direction, avec les défauts qu'il y a. Nous, en Algérie, maintenant, soit on lutte tous ensemble, comme on est solidaires maintenant, on le fera politiquement, sinon... Mais ça continue, je pense, d'une certaine manière. Mais on va rester, c'est intéressant. Je suis désolé si je suis un peu ému, mais c'est la situation. Et vous avez anticipé un peu sur les thématiques, mais c'est intéressant parce que je pense aussi que cette révolution, elle a aussi un rôle à jouer. Donc dans un instant, on va parler de cette révolution par la suite. Et c'est certainement les réponses, mais c'est important de le dire. Et Samir, oui, je vais vous reprendre aussi sur vos réseaux sociaux. Demandons des comptes. Alors est-ce que l'international doit intervenir, l'ONU, d'autres élus, je ne sais pas, mais c'est important de le dire et c'est important aussi de dire qu'il n'est pas... L'international n'interviendra pas parce que ce régime sert ses intérêts. On est d'accord, mais en tout cas, c'est important une affaire d'Algériens. D'évoquer cette responsabilité. Parce que c'est impossible, ce régime sert les intérêts de l'international de tous bords. Dans les émissions, j'y tiens aussi de mettre en... On peut en parler, après on peut nuancer. Mais si les instances internationales avaient senti qu'en face,
je me mets dedans en face. Il y avait une organisation, une coordination, une alternative pour qu'à la seconde même où le régime tombe, il y a des gens qui allaient reprendre les rênes d'un pays, je pense que le régime a tombé, et serait tombé. Et que les instances internationales auraient regardé les choses d'une autre manière. Je renvoie tout le monde à février 2019. Et je ne parle pas de là, parce que 2 ans sont passés. Février 2019, il y avait un autre regard de la classe internationale, par exemple. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix parce qu'ils avaient d'autres exemples. Mais en face, il y a une réalité politique. Il y a des États, un État parle un État, un chef d'État parle un chef d'État. Nous nous sommes divisés. Et c'est là où je te rejoins. Je peux me tutoyer, pardon. Pas de souci. La mort, aujourd'hui, elle n'a pas choisi. Elle a frappé tout le monde. Et aujourd'hui, on est en train de s'unir pour sauver tout le monde. Alors, si ça ne sert pas d'exemple pour unifier le Hirak tel qu'il était avant, et de dire maintenant, ça suffit, eh bien, nous allons encore subir. Et si on ne veut pas subir, il va falloir agir. Je demandais à Régie Abdellah, on va diffuser la 3 et la 9, notamment le ministre de la Santé qui nous dit que nous ne serons pas battus par le virus, et puis aussi qu'il n'y a pas de manque d'oxygène, mais qu'il y a beaucoup trop de demandes. أسبوع إن شاء الله نحاولوا نديروا نفس الشيء نتشاوفوا بنفس نفس الكلام ونفس التقدير ونفس المساعدة مع بعضنا أسبوع إن شاء الله ربي يقدرنا إن شاء الله لا ما يلزمش يغلبنا الفيروس سمحوا لي أنا مسؤول ما يغلبنيش بكم انتم الجنود انتم الجيش كامل ما يلزمش يغلبنا لا عارفين وعندنا الأدوية وعندنا كلش وعندنا الأجهزة وعندنا الكفاءات ما يلزمش مانيش حاب نشوف انايا الشيء اللي شفناه السنه اللي فاتت غير مقبول غير مسموح. بالنسبه للاكسجين ليست قله الاكسجين عندنا الاكسجين لكن الطلب ازداد كثير والحل باش نكون في نفس الظاهر. C'est vrai que ce sont des responsables politiques qui sont toujours sur d'eux, hein, et on l'a vu dernièrement, on diffusera encore une fois les images demain, mais où on a un wali qui répond à un professeur dans une assemblée, mais d'une manière ferme, claire, en lui disant non, pour aller vite, tu as pas tort, nous sommes prêts, nous avons tout ce qu'il faut, donc ils sont assez déterminés. Je vous donne 30 secondes, car vous disiez quelque chose en off pendant le sujet, vous parlez de stress en voyant cette main taper. Ben, le corps ne trempe pas. Les Anglais appellent ça le body language, c'est le langage du corps. Il tape sur la table par stress. On voit bien qu'il n'est pas serein. Réaction là-dessus aussi. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Oui, la question, c'est l'irrationalité du discours. C'est un discours irrationnel. Tous les Algériens savent que ce n'est pas l'oxygène qui guérit du Covid, mais il empêche certains malades de mourir. Voilà la problématique qui se pose. L'oxygène ne guérit pas. Mais comme le système sanitaire algérien est totalement défaillant, et cela bien avant l'apparition du Covid. Oui, n'oublions pas que le problème numéro 1 dans la santé en Algérie, ce n'est pas l'oxygène. Les hôpitaux sont laissés à l'abandon. Le monde a connu des épidémies, des pandémies, depuis la haute antiquité. Thucydide en parle dans la guerre du Péloponnèse, la peste d'Athènes, Justinien, sous Justinien, la peste également, qui avait emporté, y compris l'empereur. C'est dire que le monde connaît les pandémies et sait comment traiter les pandémies. Et même chez les musulmans, il y a ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom de l'auteur, chez le prophète, la médecine du prophète, où sur ces questions-là pandémiques ou épidémiques, d'abord le confinement, qui n'apporte pas atteinte forcément aux libertés publiques, mais le confinement, et puis certaines médications. Mais les musulmans savent ça et connaissent cela parce qu'il y a ce qu'on a appelé la médecine du prophète. C'est dire que les questions des pandémies, c'est vieux comme le monde. Mais comment on les traite? La chose que nous ignorons, en tout cas que moi j'ignore, c'est la réalité épidémique.
la réalité épidémique en Algérie. Cette réalité épidémique, nous ne la connaissons pas. En tout cas, moi, je ne la connais pas. Et nous voyons aujourd'hui, mais ça aussi, ça peut être ce dont nous avons parlé tout à l'heure, l'émotion qui fait que la population s'affole. Oui. Je vais juste donner une information qui suit un peu la même dynamique de ces images pour revenir sur le Premier ministre Ben Abderrahmane qui a lancé un appel aux Algériens. Je cite, « Je demande à notre peuple d'éviter les cas de panique qui sont propagés sur les réseaux sociaux avec la publication de fausses informations et l'exploitation de la détresse des malades et de leurs proches. » Hier soir, dans l'émission, des invités ont demandé au Premier ministre de ne pas spécialement leur demander de ne pas paniquer. Il parle d'une exploitation de la détresse des citoyens. Voilà un peu pour... Parce que la population, pardonne-moi Karim, parce que la population n'a pas confiance dans ce pouvoir. Mais je crois que ça, c'est acté. Hein. Ce ministre n'a aucune légitimité, aucun pouvoir, mais lorsqu'on voit son body language, comme dit le camarade, et surtout, on va d'abord voir son language, son langage, déjà, ce qu'il dit. Nous, on n'attend pas de lui à ce qu'il nous dise il faut avoir le courage, ou le Premier ministre à ne pas s'affoler. Comment ça, je ne m'affole pas, il y a des membres de la famille qui sont allongés par terre. On n'attend pas d'un ministre, on n'attend pas un discours druidique ou une méthode Coué. Non, ce qu'on attend, on attend des actes. Là, la cagnotte dont on a parlé, celle qui a fait le plus en France, elle dépasse les 600 000. C'est combien de stations de production d'oxygène? C'est combien? À peu près 6-7 stations. On a le PDG de la Soumam. Il a offert, voilà les chiffres, il a offert 20, 22. Le ministère de la Santé, normalement, on ne devrait pas attendre la diaspora pour qu'elle installe des stations dans les hôpitaux. Normalement, lui, un ministre de tutelle, il vient, il ne me dit pas avoir de quoi. Il donne des chiffres, il dit voilà, on a, juste un instant, Vous avez dit un PDG d'une société qui a offert 20. 22, 22. Ouais. Il est chef d'entreprise. Ouais. Comment un État n'arrive pas à faire? Mais c'est ce que je dis. C'est ce que normalement, lui, il arrive. Ce qu'on attend de lui, il va dire voilà, il y a une crise. En Algérie, on a tant d'hôpitaux, on a je ne sais pas combien. On a décidé de débloquer $1 milliard. On va équiper en oxygène, voilà combien de stations on va faire. L'État va faire 1000. Voilà. Il y a la demande de concentrateurs. L'État va importer les concentrateurs. Elle importe 100 000, par exemple. On les distribue à l'échelle nationale. Et puis après, si il y a des morts et tout ça, là, ça dépendra aussi de la fatalité du virus et tout ça. Mais l'État doit faire quelque chose. Un ministre doit annoncer des actes concrets. Il ne vient pas me dire il faut avoir le courage. Mais moi, je le dis, je le répète, ça n'est pas un ministre. Il n'a que le titre, c'est un personnage de théâtre. C'est pour ça que maintenant le peuple doit se réveiller et doit comprendre et lire la réalité politique. On va y revenir, on terminera là-dessus tout à l'heure parce que c'était intéressant et c'était le dernier volet parce que cette révolution, elle continue d'une certaine manière. On parle énormément de la responsabilité du régime depuis tout à l'heure. On peut parler aussi, certains parlent de crimes, même si on l'a compris malheureusement, c'est l'utopie totale en Algérie. C'est un président, un chef de l'État ou des responsables politiques qui ne seront jamais entendus. Mais quand un régime comme celui-là est face à un peuple unis. Est-ce que, avant-hier, je crois, il y a des invités qui parlaient même de disparition. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la fin, petit à petit, la mort de ce régime? Car que quelque part, c'est le titre de l'émission, il est aux oubliettes. Il a un peuple face à lui qui se préoccupe de lui. Il est illégitime. Vous avez parlé de confiance aussi ce soir. Est-ce que ce n'est pas un échec et une fragilité supplémentaire, malheureusement, donc liée à cette crise sanitaire? Je dis bien malheureusement, puisque les Algériens s'en seraient bien passés. Me semble-t-il, c'est ce qu'il y a de positif dans cette crise pandémique. C'est que le pouvoir est totalement absent. Si on peut dire, l'État est totalement absent. La population s'organise et elle a choisi un mode d'organisation. Et cela est extrêmement important, en tout cas à mes yeux, parce que je suis heureux que ça se passe de cette manière-là, parce que je suis pour l'autogestion. Le peuple a pris en charge, pas seulement la pandémie, pas seulement cette solidarité horizontale dont je parlais tout à l'heure, mais il s'organise en système autogestionnaire, et pas seulement sur la distribution de l'oxygène ou de la répartition de l'argent récolté.
Mais il y a une autogestion dans la responsabilité politique. Cette autogestion est en train de se mettre en place au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de questions qui se posent. C'est l'impact que cette pandémie a eu sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan évidemment épidémiologique, etc., etc. Mais il y a une chose dont nous mesurons de loin, en tout cas pour ce qui nous concerne, ou ce qui me concerne, l'impact sur le mental des Algériens. Malgré la panique, il faut dire qu'il y a eu une panique à un moment du fait de l'absence d'oxygène, et c'est normal. C'est normal, parce que c'est toujours les sentiments, c'est toujours l'émotion. Et puis ça se comprend, ce sont bien sûr, évidemment. Des premières préoccupations. Mais passer cela, après que l'oxygène est arrivé, j'ai vu une vidéo qui arrachait le cœur, parce que quelqu'un criait, alhamdoulilah, d'Aouja l'oxygène. C'est dire que les gens étaient en attente de quelque chose. C'est la raison pour laquelle il y a eu toute cette émotion. Mais aujourd'hui, l'émotion, je pense, est en train de tomber. Les gens retrouvent la raison pour organiser un système de type autogestionnaire. Et c'est ce qui est en train, à mon avis, de se passer, à l'évidence d'ailleurs, de se passer dans l'ensemble des régions et sur le plan national, parce qu'il faut absolument avoir une approche nationale de cette pandémie, avoir une approche nationale de cette organisation qui est en train de se mettre en place, parce que nous savons aussi que dans certaines régions du pays, cette autogestion a toujours ou quasiment toujours existé. Peut-être que aussi le fait que cette solidarité soit arrivée, ça permet aussi de sortir petit à petit, comme vous le dites, de l'émotionnel, puisque c'est aussi une solution et c'est certainement la seule. Mais une réaction aussi, messieurs, voilà, on a aujourd'hui un pouvoir, mais même s'il le souhaitait réellement, est-ce qu'il pourrait aller se prendre des bains de foule, rassurer, aller dans les hôpitaux? Enfin, bon, en tout cas, je ne le pense pas, puisqu'on l'a vu dernièrement sur des incendies où on a eu un wali et je n'ai plus le nom en tête, qui s'est fait exclure rapidement. Samir Yahaoui, ce régime, ce pouvoir, est-ce qu'il est vrai aujourd'hui, il est encore plus face à lui-même, en solo. Il a ce peuple qui s'est organisé, qui se dit, nous, encore une fois, on n'a plus confiance, laissez-nous tranquilles. Et je vais un peu vite dans ma question, mais laissez-nous tranquilles et on n'a plus besoin de vous, on s'autogère, vous êtes seul. Est-ce qu'il est plus fragilisé, il est en échec ou peut-être même en voie de disparition? Où il se rend... Ah, je m'attendais à cette réponse. Mieux que le courage et la lucidité. Non. C'est un canard boiteux, mais il va continuer à boiter. Vous me disiez ça il y a quelques semaines, mais vous pensez que ça va durer? Vous me le disiez, depuis 62. Je l'ai dit en mars 2019, j'ai pris la parole à la place de la République. On a voulu m'arracher le micro parce que j'ai demandé que le Hirak devait, à l'époque, mars, c'est-à-dire quelque part 15 jours après les sorties. C'est important ce que vous dites, mais à la fois, mais je vous laisse la parole. Ouais. Mais à la fois, on voit que ce régime maintenant, depuis 2 ans, d'abord il y a eu des avancées. Place aux invités, je ne vais pas prendre la parole, mais on a Bouteflika qui est parti. Il y a des choses, le régime aujourd'hui, on voit tout de même qu'il ne s'exprime pas. On a un chef d'état-major qui a changé. Il y a quand même Il y a aussi aujourd'hui le renforcement des prérogatives de l'armée qui prend le pouvoir sur le... Est-ce que ça a un réel impact demain sur les... Il prépare la répression, évidemment. Il prépare tous les moyens pour réprimer au cas où. Il prépare leur pérennité. Il faut rester lucide. Et c'est là où je disais, sortons de l'émotion. La seule chose qui est bénie pour le régime, ce n'est pas le Hirak, c'est le Covid. Il fallait donc un virus qui tue pour que le régime dure. Sans la coalition, la coordination, l'organisation de toutes les forces dites d'opposition autour d'un seul projet, celui de négocier le départ du régime, ce régime continuera à durer. Il ne faut pas mentir à nos concitoyens. Il n'y aura pas de départ du régime sans une force politique en face qui impose son départ.
Et cette force politique, elle ne pourra s'appuyer que sur un peuple algérien dans la rue, pacifiquement, qui lui dit « allez-y, et nous, on est votre bras armé, si vous permettez le terme armé, pacifiquement ». Sinon, ce régime va continuer à durer. Il y a deux choses. Peut-être que si on a le temps, je vous demanderai, mais ce n'est pas spécialement la thématique. Est-ce que c'est le moment, justement, de s'organiser pour aller vite? C'est ce que vous évoquiez à l'instant, mais vous allez reprendre la parole. Même question. Enfin, je vous voyais un peu hocher la tête. Vous rejoignez Samir Yaoui qu'aujourd'hui, c'est peut-être un canard boiteux qui avance et qu'il ne se fragilise pas. Justement, il est encore là. Moi, je dirais même que c'est un canard. Il n'est pas boiteux du tout. C'est-à-dire, j'ai parlé de ça aussi. J'ai horreur de dire j'ai parlé, mais nous avons parlé de ça aussi. Il y a quelques mois, si vous vous souvenez, on disait attention. L'une des feuilles, l'un des plans de ce régime, c'est de sous-traiter ces crises, c'est de sous-traiter ces crises à l'opposition, c'est de faire porter le chapeau de son échec au peuple. Et aussi, maintenant, on voit qu'il lui sous-traite même la gestion. Et c'est pour ça que ce qu'il y a de très pervers dans le discours de ce pseudo-ministre, lorsqu'il disait, on dit aux gens, il ne faut pas paniquer, tout ça, c'est quoi? Ça, c'est une manière de dire aux gens aussi que c'est de leur responsabilité, parce qu'il y a eu la panique. Oui, il y a eu la panique, parce que l'État était absent. Et donc, quand on est sauf qui peut, c'est normal que ça se fera dans la panique. Moi, je suis d'accord avec ce que dit le camarade. Je vais être un peu direct. Je vous laisse la parole. Je vais juste un peu direct. Je ne voudrais pas démoraliser tous les Algériens, toutes les Algériennes et les Algériens qui manifestent, qui sont dans la rue, qui marchent, qui sont là. Et pour eux, on ne peut pas... Attendez, on ne peut pas... C'est une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut leur dire, mais ces 2 ans, ces 3 ans aussi, d'une certaine manière, quelque part, le canard est toujours présent, il a la même puissance et la même force. Et il y a quand même des évolutions. Ça ne désespère pas. Vous êtes au bord du précipice. Est-ce que c'est désespérant si je vous dis, attention, derrière vous, c'est le vide? Non, c'est un discours réaliste, il faut dépassionner la question. Là, maintenant, le peuple est dos au mur. Le régime aussi, c'est-à-dire il y a un volte-face en ce moment. Là, celui qui sait maintenant peser, occuper la rue, être déterminé, soit on veut devenir un État citoyen, soit on accède à ce niveau, et on travaille tous pour ça, soit on restera un peuple, voilà, comme appelle le régime le peuple, c'est-à-dire le rachi. Soit c'est le rachi, à chaque fois on se débrouille pour survivre. Mais moi... Est-ce que le régime n'est pas plus dos au mur avec ce panier de crabes? On sait qu'il y a une guerre des clans aujourd'hui, que Tebboune est dirigé d'une certaine manière. Il ne l'est pas parce que la Chambre noire, pour l'instant, elle est en train de reculer de plus en plus. Le régime était affaibli lorsque les décideurs militaires étaient à découvert, lorsqu'ils faisaient de la politique de manière franche et déclarée, lorsqu'ils faisaient les discours au journal du 20h, lorsqu'ils organisaient les élections, par exemple. Là, ils étaient fragilisés. Mais là, du moment qu'ils se cachent derrière une façade civile, là, par exemple, je peux vous donner un scénario qu'ils peuvent faire. Là, dans quelques jours, peut-être on viendra en parler, ou quelques semaines, ils peuvent sauter Tebboune. Son gouvernement, le remplacer par d'autres hommes de paille. Ça, c'est pas un scoop. Oui, mais ils peuvent le faire. Donc, il y a des personnes qui vont être trompées par ça. Donc, nous, ce qu'on dit, il faut revenir à la réalité politique. Il y a le Hirak, lorsqu'il a démarré, il y avait le slogan c'est-à-dire être dans la radicalité révolutionnaire pacifique. Soit on passe à un autre système, soit on est toujours dans le même système. Après, il se prolonge, il va doucement. Voilà, mais c'est toujours la même chose. Je laisse la dynamique du débat. Allez-y. Je vais sauter sur le précipice. Parce qu'on nous a déjà dit, nous étions au bord du précipice, depuis nous avons fait un grand pas en avant. Et effectivement... C'est Chadli. Non, c'est Qaïd Ahmed. Non, mais Chadli aussi l'a fait. Oui, possible. Il a fait la version arabe. Qaïd Ahmed, c'est clair. Bon, c'est Qaïd Ahmed, et les gens de ma génération connaissent cela. Donc, nous avons fait un grand pas en avant avec cette... Mais évidemment que personne, enfin, sauf bien sûr ceux qui soutiennent ce pouvoir légitime, ne peut exonérer les responsables politiques d'aujourd'hui, ceux qui dirigent, qui ont la gestion, en tout cas, du pays en main, qui gèrent mal. D'abord parce qu'il n'a pas pris les mesures préventives, aucune mesure préventive.
Et puis, le discours, bien sûr, la logique discursive du pouvoir, c'est celle-là. C'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, il s'exonère lui-même de ses responsabilités. Mais vous avez parlé des partis politiques, etc. Les partis politiques, il faut le dire. Vous n'y croyez pas, vous, Brahim? Non. Je n'ai jamais réussi à faire une émission avec vous pour vous demander pourquoi. Non. C'est peut-être pas le moment. Je vous expliquerai. Oui. Mais aujourd'hui, les partis politiques sont absents. Tout à fait. Sont absents. Prenons en exemple l'affaire Pegasus. Par exemple, absolument. La France est retournée sur sa tête et en Algérie, c'est un silence radio. Tout à fait. Donc les partis politiques, qu'est-ce qui fait, selon vous, effectivement, les partis politiques en Algérie sont sinon assez silencieux, pas tous. Hein. Non, c'est pas simplement le silence. C'est pas simplement la parole. Nous avons parlé qu'il y a une logique discursive, en tout cas pour moi, mais aussi l'action, agir. Je ne vois pas personnellement, à moins que je sois aveugle, d'action. Cette société civile dont on nous a rebattu les oreilles pendant longtemps, comme dirait Gramsci, elle est primitive et gélatineuse. Où est-elle, cette société civile? Elle n'agit pas. Je crois qu'il faut sortir du discursif pour agir. Allez, par exemple, comment organiser de l'intérieur et de l'extérieur. Aujourd'hui, effectivement, l'extérieur a un rôle immense à jouer. Immense à jouer. Les pandémies, ce type de pandémie, tout le monde s'est posé la question, et on s'est toujours posé la question de savoir si le virus est sorti d'un laboratoire de façon délibérée. Et c'est ce qu'on dit de plus en plus. Dans quel but? Le but, en tout cas, moi je pensais cela, et je le pensais profondément, et je reviens à cette pensée notamment pour ce qui est de notre pays. Quel impact ce virus, ce Covid, aura sur la démographie? Malthus nous avait dit cela, qu'il y avait des obstacles préventifs et des obstacles destructifs. Or, aujourd'hui, nous sommes dans ce type à la fois d'obstacles destructifs, parce qu'il y a des morts pas par millions, mais nous sommes déjà sur la planète, c'est peu, 4 ou 5 millions de morts, mais dans notre pays, quelle est aussi, sur la pyramide des âges, la population qui est touchée et qui est morte? Quelle est la population? Ce n'est pas simplement les vieillards. Donc il y a aussi du malthusianisme quelque part chez ce régime illégitime. C'est là où il est, je dis, être pour la mort. Donner la mort ou être pour la mort. Il est pour la mort parce qu'il laisse une population, et nous verrons plus tard, parce que déjà, certains pays ont mesuré les conséquences ou l'impact du Covid sur la démographie demain. Il nous reste 10 minutes d'émission. Je voudrais juste qu'on regarde et on rend hommage aussi aux personnes disparues en Algérie, notamment une pensée à cette jeune fille, petite fille qui a perdu la vie. Ça sera la numéro 10 pour l'équipe en régie, s'il vous plaît. Et puis aussi ces soignants, ça a fait le tour de la planète, ces soignants qui se ruent vers des bouteilles d'oxygène, pas pour eux ni leur famille, mais pour soigner leurs patients. C'est la numéro 16. نحكي لكم زوز هاي ربي يرحمها إنا لله وإنا إليه راجعون أنا راضيين بها بصح شو الحكومة الكبيرة هاي خاطئة وأنا مش ناقل هواشية وعمرنا ما تحينا وشيو الإدارات أمر خاص أم بالبيستون قراعي تاع أكسجين يجيبوا فيهم فارغين راهم فارغين من بقينا وانا نمس البارح طفله بالصدفه وانا طفله ديابيتيك وعمية ما تشوفش كلاوها ولدي قاعد اكسجين ولدي قرع اكسجين اسمه خالد في سبيطار تاع البسباس ولدي قرعه اكسجين اني جاي Des soignants se jetant sur les rares bouteilles d'oxygène qui viennent d'être livrées, ça se passe dans un hôpital algérien. Des images qui illustrent l'aggravation de la crise sanitaire en Algérie. On en a marre, on travaille
avec des patients, des heures et des heures, des semaines, et après on les perd bêtement. On renvoie les malades juste parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et du coup, ils se sont retrouvés chez eux à chercher de l'oxygène, à chercher des concentrateurs d'oxygène pour être oxygénés chez eux. Mes confrères, ils ont été affrontés à des situations frustrantes. Ils ont vu des malades décéder devant leurs yeux parce qu'il n'y avait plus d'oxygène au niveau de l'hospitalisation. Je dis bien, c'est un décès évitable. Des images toujours difficiles à voir. On a une pensée pour la famille de cette petite fille et puis aussi une pensée à toutes les familles qui ont perdu des proches. Je voudrais saluer le club du Mouloudia, club d'Alger, qui fête ses 100 ans et qui a décidé d'organiser un événement qui s'appellera donc les centenaires du peuple, précisément, donc organiser un événement avec tous les fonds récoltés pour aider les soignants, mais aider aussi les patients et les familles. Mais messieurs, il nous reste, vous avez 2-3 minutes chacun. On va terminer peut-être sur une note un peu d'espoir. Vous l'évoquiez tout à l'heure, cette révolution, elle est là. Je vais vous donner la parole. Est-ce que cette révolution, ces Algériens, ces Algériennes, en sortant d'une période comme celle-là, elle ne sortira pas avec une autre expérience, elle ne sortira pas vainqueur, si je puis me permettre, même si, encore une fois, les Algériens sont meurtris, des vies détruites, irréparables, mais elle ne va pas se renforcer en elle-même. Je crois que c'est à vous, Samir Yahyaoui. Je suis désolé. Oui, oui, bien sûr. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais je ne peux pas terminer sur une note d'espoir. Moi, j'appelle les Algériens à sortir du fatalisme. Le fatalisme, et ce que je vais dire, évidemment, il me sera reproché et je serai qualifié de beaucoup de choses, mais on a l'habitude. Il faut sortir de la hawla wa la quwwata illa billah. Il faut sortir de la ghalib, il faut sortir de l'ajl et de l'maktoub. Mais depuis 2 ans, ça veut dire depuis 2 ans, ça a changé quand même un peu, ça. Non, absolument pas. Absolument pas. Quand les consciences se sont éveillées. Non. Quand je vois, et avec toutes, c'est pour ça que je dis, moi, je dépassionne à chaque fois les choses, je suis obligé, c'est ma responsabilité. Quand je vois des gens perdre un proche, et bien sûr que la hawla wa la quwwata illa billah, tout ce que vous voulez, mais une fois à la mosquée. Mais si la perte de cette personne est due à l'absence de la gestion, la personne qui a perdu là doit exercer sa citoyenneté. La citoyenneté, aujourd'hui, doit renaître ou doit... C'était ma question. Est-ce que cette période ne permettrait pas un regain? J'ai toujours peur du fatalisme à l'algérienne où on se remet à Dieu alors que le problème n'est pas un problème religieux, mais un problème politique, de gestion, de médecine, de disponibilité de matériel. Il faut mettre le régime face à ses responsabilités. Nous savons pertinemment qu'il n'y répondra pas, mais néanmoins, il faut le montrer du doigt, l'accuser, l'acculer et ne pas le lâcher. Karim Naïtou Slimane, sur la même question, mais aussi vous pouvez réagir. Oui, puisqu'on parle de l'élan de solidarité, donc déjà je présente d'abord toutes mes condoléances bien sûr à toutes les familles. Je salue aussi tout le personnel soignant. Je salue aussi tous les donateurs et donatrices qui ont contribué à cet élan de solidarité. Et puis je profite justement, puisqu'on parle de solidarité, de rappeler un cas très 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 grave de quelqu'un qui a travaillé dans la solidarité, même par ses propres moyens, et qui était un exemple de la solidarité. Dommage, je n'ai pas sa photo avec moi, mais je ne sais pas ce que dans la régie, à tout hasard, ils peuvent avoir sa photo. C'est le Hadi Assouli et tous ceux qui sont dans ce dossier. Je rappelle quand même qu'ils risquent la peine capitale, je crois, parce qu'ils sont liés, ils ont été attachés à des opérations de financement de terrorisme, tout ça, toutes ces affabulations. Je rappelle que le Hadi Assouli est actuellement en prison. Il est en prison actuellement parce qu'il a aidé des familles pendant la première vague de Covid. Il a aidé des familles en leur donnant à manger
Donc aujourd'hui, si on doit fêter cette solidarité, si on doit la mettre à l'honneur, il faut commencer par ces gens-là, les soutenir, les sortir de prison. Vous avez crainte que dans quelques semaines, le régime se retourne aussi rapidement? Non, je pense qu'avec le nombre, il ne pourra pas, parce que là, il y a un nombre énorme. Mais je pense que déjà, ce cas, parce que c'est un cas qui, à chaque fois, me tue. À chaque fois que je vois les publications sur lui, je me dis, mais c'est pas possible, parce que j'ai appelé les gens, j'ai enquêté, ils m'ont dit tous que c'est un homme en or, et que tous ceux qui sont avec lui dans ce dossier, la plupart sont des militants sincères, des personnels universitaires à la retraite, des commerçants, des gens du peuple qui ont aidé des familles qui étaient nécessiteuses. Et là, ils se retrouvent en prison avec des accusations graves. Donc, un point pour dénoncer cette arrestation jusqu'à présent et réclamer, exiger sa libération. Et si les Algériens maintenant veulent aller sur le chemin de la dignité, il faut déjà commencer par régler le problème politique. Et c'est là où je suis d'accord avec le camarade. Cette question, tout ce problème, c'est un problème politique. Ça n'est pas le problème d'un directeur de l'hôpital. Oui, lui, il est en bas de l'échelle, oui, bien sûr, des responsabilités. Un jour, lui aussi sera jugé. Mais il faut suivre, il faut tirer sur le fil pour aller aux décideurs politiques en Algérie. Et c'est un problème politique. Donc la note positive, c'est que les Algériens ont démontré encore une fois que c'est un peuple vivant. Ils veulent vivre. Mais pour vivre, il faut se débarrasser de ceux qui tuent la vie, de ceux qui nous empêchent de vivre. Et c'est une question politique. Alors, poursuivons la révolution pacifique. Poursuivons la révolution pacifique. Brahim Mounsi, vous allez clôturer. Est-ce que le peuple algérien est encore dans le fatalisme total? Même s'il existe. Non, mais c'est... Non. Oui, non, mais bien et bien avant. Je ne dis pas, je ne reprends pas, je pique autrement pour justement avoir... C'est une vieille question philosophique. Et notamment dans le monde musulman, la question du fatalisme, c'est connu. Mais c'est vrai que le peuple algérien n'est pas dans le fatalisme, semble-t-il. Pourquoi? Parce qu'il réagit. Il réagit. Il a toujours réagi, d'ailleurs. Il réagit. Cette révolution, les Algériens ne se laissent pas faire, cette révolution, on est la preuve. Il n'est pas seulement dans le fatalisme. Il l'a été à un moment, c'est vrai. Il a été. À l'époque dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire à l'époque de Qaïd Ahmed, etc., le peuple était dans une espèce de fatalisme. Mais aujourd'hui, non, il réagit. Il réagit, mais comment doit-il appréhender la rupture? Parce qu'il y a une rupture qui est en train de s'opérer. Parce que ce dont rêvait peut-être le pouvoir illégitime, c'est la désintégration sociale. Et il n'y a pas de désintégration sociale. Il n'y a pas eu d'émiettement de la société, les uns contre les autres. Bien au Absolument. contraire. Donc, il n'y a pas de désintégration sociale. Et à la sortie, est-ce que cette crise du Covid est plus que la réaction du peuple face à cette situation de manque de moyens? Est-ce que ce n'est pas... Enfin, moi, je pense qu'elle aura lieu. Ce n'est pas la guerre de Troie, mais la crise politique profonde qui attend ce pouvoir illégitime. Parce qu'il y aura une crise politique profonde. Et c'est là où il faut espérer qu'il y ait effectivement une organisation, ne pas laisser que le pouvoir tombe pour essayer d'organiser ou de reprendre en main les institutions qui restent encore en place. Il est 21h51 passé, vous avez 20 secondes. 20 secondes, l'un des plus grands subterfuges du diable, c'est de convaincre les gens qu'il n'existe pas. En Algérie, on sait qui est le diable. C'est la militarisation de l'État, la police politique et les généraux qui la gèrent et qui la mettent contre le peuple. Il faut nommer le diable. Et c'est ça le mal algérien. Je crois que les Algériens et les Algériennes le connaissent maintenant depuis plusieurs années. Samir Yahyaoui, merci d'avoir été avec nous, architecte, militant politique, analyste politique. Karim Naitou Slimane, merci, analyste politique et militant. Et puis avec nous, donc cadre du MDA 82-88, toujours aussi fidèle. Brahim Mounsi. Alors vraiment, 10 secondes, on va m'envoyer le générique. Ailleurs et notamment en France. Les gens se battent pour les libertés publiques parce qu'ils pensent que le confinement, les choses-là, les distanciations, etc., ou le pass sanitaire, etc., c'est une lutte pour les libertés publiques. Alors que chez nous, on se bat et on lutte pour la vie.
belle chute. Merci à vous trois, messieurs sur le plateau. Bien évidemment, merci à Mira Bouraoui, médecin militante pour la démocratie. Encore une fois, paix à son âme, donc à votre oncle. On lui rend hommage aussi ce soir. Merci Nesrine d'avoir préparé cette émission à mes côtés. Ramadan Abdellah Karim en régie d'avoir réalisé. Bonne soirée à tous. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouveau numéro de Microscope.